Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de l'invitation qui m'a été faite de vous parler un peu des bases de données floristiques et de ce qu'on en fait en Wallonie. Ça fait longtemps que je travaille sur ce type de données. Dès que j'ai terminé mon travail de fin d'études, en fait, c'était encore sur un énorme ordinateur qui ressemblait à une maison, avec des cartes perforées, ça vous donne une idée de mon âge. C'était le bon temps. On prenait du temps, on réfléchissait avant de programmer, parce qu'avant que le programme soit accepté par l'ordinateur, il fallait environ 3-4 heures pour récupérer un programme qui fonctionne plus ou moins. Donc j'ai beaucoup travaillé avec ce type de données et je trouvais intéressant de vous montrer un peu l'évolution que l'on a sur ce type de données, d'autant plus qu'elles ont totalement explosé et que ça cause en fait pas mal de problèmes. On a l'impression que ça résout beaucoup de solutions d'avoir beaucoup de données, mais ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Alors, je vais dédicacer cette présentation à tous les naturalistes amateurs qui, depuis des dizaines d'années, 150 ans, stockent leurs informations sur le terrain. Il y en a certains qui passent leur vie à faire ça. Ils sont très fiers d'encoder une donnée, de faire des trouvailles, comme ils disent. Et nous, on mobilise ça dans des gros tas de données, on les dépersonnalise, alors que derrière les données qu'on utilise, il y a quand même pas mal de sensibles, finalement, associés à ces informations. Alors, en Belgique, on dispose d'un atlas depuis très longtemps. L'atlas de la flore belge et luxembourgeoise, qui a été réalisé par deux spécialistes du jardin botanique au départ, en 1972, une seconde version en 1979. Désolé, je parle en français, en belge, pardon. Je ne sais pas là. Vous aurez traduit, vous aurez lu. Le travail de terrain réalisé était systématique, c'est-à-dire que les gens allaient prospecter des carrés de 1 sur 1 km dans des carrés de 4 sur 4. Ici, vous voyez des carrés de 4 sur 4 kilomètres, avec des formulaires qui qui prenaient toute la liste des espèces et puis ils checkaient sur le terrain dès qu'ils voyaient, ils se promenaient à l'intérieur, comme on voit M. Émile Van Rompuy ici. Ils se promenaient sur le terrain pour encoder toutes les données. L'objectif, c'était de réaliser un atlas, c'est-à-dire que quand ils rentraient et qu'ils compilaient les données, les formulaires des différentes personnes, il y en a un d'entre eux qui venait faire une petite croix sur la planche pour encoder la donnée avec sa latte. Il faisait ça très précautionneusement pour encoder les données. C'est comme ça que c'était fait il y a 50 ans. Ça a un peu changé. Alors, dans les années 90, j'ai utilisé un système avec un fichier Excel pour essayer de récupérer les données qui étaient sur les atlas, parce que c'était très difficile d'encoder à la main. Et puis finalement, on a pu redigitaliser une dizaine d'années plus tard les formulaires directement avec la reconnaissance optique. Et on a ainsi donc récupéré pratiquement 680 000 données pour 1640 taxons. Donc c'était vraiment très intéressant. Et ces données, en fait, elles ont beaucoup plus d'usage que simplement faire un atlas. Elles deviennent intéressantes justement quand elles sortent de cette logique atlas pour servir à plein d'autres choses, et ce qu'on va un peu parcourir. Une première logique de ces données, c'est de les mobiliser pour essayer de reconnaître des territoires qui partagent la même flore. On appelle ça des territoires phytogéographiques. Et en Belgique, depuis très longtemps, on a une même typologie où la Belgique est divisée en deux parties. Une partie il faut bouger tout doucement, partie plus atlantique ici au nord du sillon de la Sambre et de la Meuse ici, et puis une partie plus continentale avec l'Ardenne notamment ici en vert, bien représentée. En fait, en Belgique, on n'a qu'un seul gradient écologique, un gradient qui fait un bel effet d'arche quand on fait des analyses multivariées, qui est un gradient lié à l'altitude, mais ce n'est pas rien que l'altitude, il y a plein de choses liées à l'altitude. Il y a la géologie, on a des terrains primaires ou quaternaires, on a des sols, on a des conditions climatiques évidemment associées, des écosystèmes différents, mais il est très difficile, il est impossible chez nous de dissocier ça du facteur altitude quand on veut faire des études phytogéographiques. Et quand on fait des analyses phytogéographiques des données de l'Atlas, en fait, on ne récupère pas tout à fait cette logique de structuration phytogéographique. On récupère surtout une structuration qui est basée sur les habitats dans lesquels on va retrouver les milieux. Donc ici, c'est le groupement Camins. On demande à l'analyse de données d'identifier les deux groupes les plus pertinents. On va identifier plutôt les massifs forestiers. Et puis ici, on aura les massifs, les zones dominées par les prairies, et puis en jaune, les zones dominées par les cultures. Et c'est plutôt l'habitat qui se ressort en fait, progressivement dans la hiérarchie des groupements. Et en fait, c'est lié notamment déjà à cause des problèmes d'échantillonnage sur lesquels je vais m'attarder dans l'analyse. Ce type de données permet aussi d'identifier les zones de hotspot. Donc plus c'est rouge, plus les zones sont riches en espèces. On va retrouver ici des zones qui sont calcaires, vous les avez vues sur la carte précédente, qui entourent l'Ardenne, au sud et au nord, le sillon Sambre-Mozan plus ou moins. Et ça nous donne des indications sur les zones qui sont les plus riches en matière de flore en Wallonie. On peut aussi descendre beaucoup plus bas maintenant, parce qu'on a des données très précises qui peuvent être encodées.
pour observer ici, par exemple, la localisation de la canneberge dans des tourbières qu'on étudie depuis longtemps au plateau des Tailles, en remontant dans le temps. Enfin, on peut voir l'évolution, il y a plein d'utilisations à ce type de données. Elles peuvent aussi être utilisées pour faire de la cartographie dynamique de la répartition, pour voir les zones où l'espèce a disparu, les régions, voir comment l'aire de répartition a évolué, si elle s'est plus ou moins fragmentée, si les espèces sont en extension, essayer d'identifier les facteurs écologiques qui sont associés. L'un des principaux enjeux de ce type de données, quand même, c'est d'identifier la vulnérabilité des taxons. C'est d'essayer d'établir des listes rouges, savoir dans quelle mesure ils sont plus ou moins menacés pour mettre l'accent de conservation, des actions de conservation dessus. Pour ça, on va utiliser deux critères. La rareté, d'un côté, plus une espèce est rare, mais plus elle a des probabilités d'extinction importantes, vous le savez, et le déclin, est-ce que la population est en train de perdre des populations, est-ce que l'aire de répartition est en train de perdre des populations de manière plus ou moins importante, et la combinaison des deux, finalement, nous permet d'identifier des espèces qui sont en danger critique, en danger, vulnérables, moyennement, près des statuts de menace ou pas du tout concernées. Et plus une espèce est rare et qu'elle décline, mais plus elle a des chances d'être extrêmement menacée, évidemment. C'est assez logique. Donc ces analyses, ces données vont permettre d'identifier la vulnérabilité des taxons. Ça va identifier des priorités d'action. On va pouvoir identifier dans quelles sont les espèces qu'on va pouvoir protéger, parce qu'elles sont menacées. En Wallonie, il y a potentiellement une logique où dès qu'une espèce est menacée, elle pourrait être mise dans la loi de la conservation de la nature, parce que l'ambition de la loi de la conservation de la nature, c'est de protéger les espèces menacées. On va protéger des sites, ça va représenter des dépenses importantes, des contraintes importantes pour les gestionnaires. On va ensuite faire des mesures de restauration, des mesures d'introduction, de protection locale. Donc quand on décide qu'une espèce est menacée, il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a un vrai enjeu économique, socio-économique, sur les contraintes qu'on va imposer aux personnes quand on l'impose. Et puis il ne faut pas se tromper dans l'autre sens, c'est éviter d'arriver à protéger une espèce parce qu'on ne l'a pas identifiée comme étant menacée, et donc elle va disparaître. Pour ça, on va mobiliser des bases de données. Et depuis une vingtaine d'années, on observe une explosion des bases de données disponibles sur support numérique, avec des nombres extrêmement importants. J'ai retrouvé sur l'INPN en France plus de 60 millions de données encodées en 2020. C'est 80 ou 90 millions actuellement, mais je n'ai pas retrouvé le graphique qui est expliqué. C'est lié notamment au fait qu'on compile toutes les données qui existaient avant et qu'on les rassemble. Mais c'est aussi lié, depuis maintenant une dizaine d'années, au développement des supports d'encodage virtuel qui permet la multiplication en fait, des encodeurs et l'accès très facile. Et puis maintenant, on a aussi des outils qui font la détermination dite automatique, PlantNet, Naturalist et d'autres, qui rendent en fait l'accès aux données biologiques de manière un peu plus démocratique, on va dire. Mais ça entraîne par contre toute une série de problèmes derrière. Alors en Wallonie, on a pratiquement 5 millions de données qui sont disponibles depuis 1900 sur à peu près 4000 taxons. Et ici, moi, je vais utiliser les espèces indigènes, essentiellement, qui représentent environ 1000 taxons, en éliminant les trucs un peu bizarres et les variétés que les botanistes aiment parfois identifier. Et vous voyez qu'ici, on a une augmentation extrêmement importante depuis quelques années. On a un effet Covid aussi. Les gens avaient le temps d'aller un peu plus sur le terrain. Vivement que le Covid revienne pour augmenter les données, si je peux me permettre, parce que c'est très intéressant, on a beaucoup plus. Donc on a potentiellement, on se dit, on a plus de données, on a plus d'informations, ça va être très intéressant. Et en tant que gestionnaire de bases de données, plus il y en a, mieux c'est. On est un peu des banquiers, en fait, quand on travaille sur les bases de données. On est vraiment très content d'avoir un énorme tas de données. En tout cas, c'est la logique de certains. Alors, quels sont les problèmes maintenant associés à ce type de données? D'abord, ce qui nous intéresse et la clé, c'est quand même d'identifier les niveaux de menace des différentes espèces. Je vous ai montré ici deux espèces particulières. Une espèce qu'on va retrouver plutôt dans les cultures notamment, une espèce mysticole qui est extrêmement en forte régression, ça semble assez évident, et ici une espèce qui semble être, qui a répondu là en augmentation assez évidente. Le problème, c'est quand on regarde l'échantillonnage, pour les périodes qui correspondent, qui sont sur la carte ici, on a 11 000 visites réalisées pendant cette période-là, mais on en a 350 000 réalisées pendant cette période-là. C'est quand même beaucoup plus. Donc c'est difficile à comparer, évidemment. Et je vais vous montrer, l'objectif ici de cet exposé, c'est de vous montrer tous les problèmes qu'on rencontre dans ce type de comparaison. Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas trop de soucis. On peut considérer que l'espèce a vraiment régressé. Par contre, celle-là, on va l'identifier comme étant en augmentation. Mais est-ce qu'elle est réellement en augmentation quand on voit que pratiquement elle occupe les sites où on a vraiment été échantillonné de manière très importante? On l'a peut-être redécouverte, alors qu'elle était déjà présente avant. Elle n'est pas du tout en augmentation, mais on l'ignorait avant parce qu'on n'y avait pas été.
Quand on travaille sur les bases de données, on a un critère assez simple pour essayer de voir si les données sont complètes, sont exhaustives. En général, quand on regarde la distribution des nombres de taxons qu'on a par carré, donc le nombre d'espèces qu'on observe par carré, sur un territoire, on a une courbe normale qui peut être représentée par une somme des différentes courbes normales quand on a des différences de territoires qui sont plus ou moins riches à l'intérieur de la zone sur laquelle on échantillonne. Donc ça, c'est le pattern qu'on observe très, très souvent, et la courbe, cette cloche se serre un peu plus dès qu'on augmente encore l'échantillonnage. Mais quand on commence l'échantillonnage, on va commencer par échantillonner un certain nombre de carrés, et on va commencer, la première chose qu'on voit, c'est des espèces qui sont très répandues, parce que celles qui sont répandues généralement à l'échelle d'un paysage, elles sont aussi très répandues localement. Et c'est celles-là qui vont commencer à enrichir progressivement le jeu de données. Donc on va commencer par progressivement découvrir, au fur et à mesure qu'on avance dans l'analyse, on va progressivement découvrir cette courbe en cloche qui nous donne un critère d'évaluation de la performance des atlas de répartition et de la qualité de l'échantillonnage. Alors ici, j'ai divisé le jeu de données en 3 parties, avant 1980, ce qui correspond à l'Atlas dont je vous ai parlé, la période 1980-2000, et puis la période 2000, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a des changements relativement importants dans la structure des données. Ce qu'on observe, c'est qu'on a donc la courbe verte, c'est la 3e période, la courbe orange, c'est la 2e période, et la courbe rouge, c'est la première. On a nécessairement, suite à l'augmentation de l'échantillonnage, on est passé de 11 000 visites à 350 000 quand même, on a une augmentation, mais qui n'est pas si nette que ça, en termes de performance, du nombre d'espèces observées en 2000 par rapport aux 2 périodes précédentes. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a quand même toute une série de carrés qui étaient mal échantillonnés dans les périodes anciennes, qui le sont moins. Quoique, si on prend ce seuil de 50 taxons de départ, on a quand même un échantillonnage qui est relatif pour certains carrés. Ça, c'est sur des carrés, les mailles de 4 x 4 km. Si on passe à des mailles de 1 sur 1 km, puisqu'a priori les données sont récoltées au départ sur des mailles de 1 par 1 km, ben là, on a une distribution qui montre qu'on est très loin d'avoir une exhaustivité. Cette échelle de travail, le 1 km, ne peut pas être utilisée pour faire des évaluations de tendance parce qu'on est dans des situations extrêmement peu représentatives. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que par contre, pour les données récentes, on a très peu de mailles de 1 km qui ne sont pas échantillonnées. On a au moins quelqu'un qui est pratiquement passé dans chacune des mailles d'1 km. Il y a quand même 16 000 km² en Wallonie. Donc on a quand même des données sur ces 16 000 km². Alors cet échantillonnage, on peut comparer, du coup, la richesse par espèce, pour chacun des carrés de 4 x 4, la richesse en espèces avant 1980 et la richesse en espèces après 2000. Et on observe qu'en fait, on a une relation qui est assez intéressante. On a R carré là, de plus de 90% de variance expliquée, qui montre qu'on a quelque chose qui est assez corrélé et assez similaire. On a une augmentation d'environ 20%. Quand on le fait sur les carrés d'1 sur 1 km, là, on a bien compris qu'avec l'échantillonnage incomplet, ça ne pouvait pas fonctionner. On a très peu de carrés échantillonnés avant qui l'ont été aussi après, ou en tout cas avec la même intensité. On a vraiment peu de réponses à ce niveau-là. Et donc, si on reprend ici ce graphique ce graphique qui montre donc le nombre de mailles occupées par les différentes espèces, ici maintenant, on a une bonne relation. On a une taille des aires des espèces qui sont assez similaires avant 1980 et après 1980. Et quand on regarde à 1 sur 1 km, là par contre, on a une réponse qui est aussi un peu correcte pour la taille des distributions. Quand on compare la taille des distributions d'espèces, on a aussi une relation qui, elle aussi, est assez similaire. Donc ce qu'on observe, les espèces estimées sur 1 km, on a la même information à 4 ou sur 1 km. Alors comment est-ce qu'on va analyser les tendances sur ce type de données, qui sont assez compliquées, vu cette augmentation assez dramatique, enfin très importante de l'échantillonnage. Alors d'habitude, on utilise un test assez simple, c'est un test de Kikare qu'on appelle le test de G, qui est associé, qui est typique, qui est adapté à ce type de données. Et ce type de G, on va un peu jouer avec pour comparer en fait l'évolution globale de l'ensemble de la flore par rapport à l'espèce qui nous intéresse. Et l'idée, c'est de considérer que globalement, la flore, la distribution de toutes les espèces n'a pas changé, mais qu'à l'intérieur, on a des changements particuliers pour certaines espèces, et c'est ceux-là qu'on va essayer d'identifier, alors qu'on a un échantillonnage qui lui bouge. C'est le caractère relatif qu'on va essayer de garder. Pour cela, on va comparer le nombre de mailles des espèces qu'elles occupaient avant 1980 à 2000.
Et on va appliquer, par exemple, ici un ratio. Le ratio ici il est représenté par la droite. Et on va appliquer le test de G qui va nous permettre d'identifier en vert toutes les espèces qui sont considérées comme étant en extension, à 10% en tout cas. En orange, toutes celles qui sont en régression et celles qui n'ont pas changé, statistiquement en tout cas, en bleu. Alors on se rend compte immédiatement, quand on regarde même la distribution de la courbe, que cette droite n'est pas très bien placée. C'est une approche clairement non réaliste, irréaliste, parce qu'on sait qu'on a un échantillonnage beaucoup plus important et qu'on ne peut pas utiliser cette logique. Donc on doit aller vraiment beaucoup plus loin. On sait par ailleurs que les espèces... Donc pardon, si on prend le ratio de 120% qu'on avait observé avec les carrés, on avait observé que les carrés étaient échantillonnés en moyenne, il y avait 20% d'espèces en plus, et qu'on prend ça comme critère d'échantillonnage, on a quelque chose qui reste un peu incohérent. On n'a pas de différence nette si on prend que les carrés bien échantillonnés. J'ai passé pas mal de temps à essayer d'améliorer cette représentation, mais elle ne fonctionne pas, on n'y arrive pas vraiment. Il n'est pas en fait crédible d'utiliser un ratio constant tout le long de la droite ici. On pourrait alors utiliser le nombre de visites qu'on a réalisées pour essayer de pondérer l'échantillonnage. On sait très bien, en fonction de cette courbe R espèce que vous avez tous étudiée à un moment donné, que plus on échantillonne une surface, plus elle est grande, mais plus le nombre d'espèces augmente, mais finit par atteindre une asymptote. Et si on travaille avec un logarithme, on a une droite qui permet de résumer l'information de manière assez simple. On va utiliser ce critère-là pour essayer de pondérer l'échantillonnage, mais le problème, c'est quand on a un échantillonnage qui est si différent, même avec des logarithmes, logarithme 10, logarithme 2, on n'arrive pas à pondérer, on a des relations qui font que le ratio, le minimum qui a pu être identifié ici, c'est une augmentation de 2,5, qui montre alors qu'on a beaucoup trop d'espèces en régression, y compris des répandus, c'est tout à fait réaliste. Et donc c'est là qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'évaluer les différences d'échantillonnage entre les données, à l'intérieur de ce jeu de données. Et en allant un peu plus loin dans le jeu de données, en utilisant cette courbe R espèce avec cette logique de logarithmique, et en le faisant par période, on se rend compte qu'en fait, on a des relations bien différentes entre l'échantillonnage, l'intensité de l'échantillonnage et la réponse, le nombre d'espèces, qui résulte de la manière dont les gens ont travaillé entre périodes. Pour le même nombre de visites, on a beaucoup plus de visites en période 2, beaucoup plus d'espèces en période 2, beaucoup plus d'espèces aussi en période 1 par rapport à l'efficacité des derniers observateurs qui voient beaucoup moins d'espèces quand ils vont sur le terrain. C'est un peu logique quelque part, puisqu'on avait une logique d'échantillonnage systématique au départ. Et si on divise les groupes d'espèces en classes de rareté, avec des espèces qui sont très rares avec les couleurs bleues, ici en haut, et puis les espèces très communes ici en rouge, et qu'on regarde leur proportion, leur rôle dans le nombre de taxons total qu'on observe sur un carré, donc chaque petit point ici c'est un carré, une grande proportion dépend des espèces, est déterminée par les espèces qui sont répandues, c'est ce que vous voyez ici en rouge, un grand nombre d'espèces proportionnellement très répandues, et puis progressivement, donc elles atteignent l'asymptote, parce que très rapidement, on les échantillonne. Dès qu'on a investi un carré, on arrive à saturer ce nombre d'espèces répandues assez rapidement. Par contre, pour les espèces rares, il faut attendre très longtemps pour qu'elles commencent à être observées dans les carrés. Il faut vraiment une intensité d'échantillonnage extrêmement importante. Et quand on compare nos trois périodes, en fait, on a des patterns qui sont totalement différents entre les trois périodes. Ça, c'est le pattern qu'on appelle l'inventaire systématique, réalisé par des naturalistes de terrain, qui ont fait des inventaires, essayé de compléter le terrain de manière la plus correcte. Ensuite, on a un inventaire plutôt réalisé par des gens qui étaient orientés conservation de la nature. Ils ont plutôt ciblé des espèces à protéger, rares, pas tout à fait communes, avec, on voit bien, des espèces rares qui montent beaucoup plus vite, et puis surtout les espèces communes qui sont pratiquement disparaissent dans le jeu de données. Et puis actuellement, on a un inventaire qui est très opportuniste, on a tout ce qu'on voit. Et donc, ce qu'on voit, la première chose quand on va dans un carré, c'est des espèces répandues, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus importantes. Donc on n'a pas du tout échantillonné de la même manière. On a donc des fortes différences de détectabilité, du coup, entre les groupes de taxons, et ça, on doit absolument en tenir compte si on veut établir des listes d'espèces menacées pour établir les tendances. Pour vraiment comprendre ce qui se passe derrière cette courbe, on a globalement des aires occupées par les espèces qui sont globalement similaires, mais en fait, derrière, les moteurs liés à l'intensité de l'échantillonnage, aux habitudes des personnes qui ont travaillé, sont complètement différentes, et il faut vraiment pouvoir essayer d'en tenir compte.
Alors ce qu'on a fait, c'est rassembler les premières périodes et les deuxièmes périodes ensemble, en disant, parce que c'est quand même l'objectif, c'est de faire des tendances, donc il faut bien qu'on coupe quelque part dans le jeu de données en deux parties. Et puis on le compare à la période 2000, et puis finalement on a un pattern qui est assez similaire, surtout si on regroupe les 8 catégories initiales en 3 groupes, les espèces qui sont très répandues, moyennement répandues et les espèces rares. Et quand on refait alors l'analyse du test de G, qui permet d'avoir un ratio constant pour un groupe d'espèces, cette fois pour toutes les espèces, on a un ratio pour les espèces communes, un ratio pour les espèces peu communes et un ratio spécifique pour les espèces rares, on a quelque chose qui commence à être un peu crédible. Alors, ce n'est pas fini. Moi, j'aime bien dépecer un jeu de données. Je m'amuse beaucoup, moi, avec ce genre de choses. Le jeu de données, c'est vraiment jeu. C'est vraiment ça le truc important. On s'est dit, avec un collègue du DEMNA, allons un peu plus loin pour essayer de comprendre ça. Ces problèmes qu'on a, essayer de voir dans quelle mesure le statut des observateurs, le fait qu'ils soient bénévoles ou professionnels, jouait dans les jeux de données. Ça apportait quelque chose de différent dans les jeux de données. Pour les données anciennes, maintenant j'ai travaillé avec cette période 1950-2000, on a finalement assez peu de différence entre bénévoles et professionnels dans leur capacité à faire des listes d'espèces avec le même nombre d'espèces. Par contre, pour les données récentes, la logique d'opportuniste des données citoyennes récoltées par plein de gens, ils font très souvent des listes d'espèces avec une seule espèce. Ce qui est très embêtant, parce que dans beaucoup d'analyses, sur d'autres analyses que l'on réalise sur, par exemple, la qualité biologique d'un site, l'exhaustivité et son intérêt, on compte sur l'absence d'une espèce dans un relevé pour déterminer que le relevé est plus ou moins correct ou pas, et que le site est plus ou moins important. Or ici, avec cette dominance d'espèces, de listes d'espèces qui sont très incomplètes réalisées par visite, sur des carrés d'1 sur 1 en plus, donc j'ai rassemblé toutes les données, donc c'est vraiment un test très conservateur finalement, on a un très sérieux problème avec ces données biologiques. On a des listes potentiellement très partielles. Du coup, on peut se dire, mais ils vont n'encoder que des espèces rares. C'est naturaliste. Quel est l'intérêt d'en noter une ortie, une espèce assez commune? Et donc là, on peut comparer, voir pour chacune des espèces, chaque petit point que vous voyez, c'est une espèce, et l'ordonnée ici nous montre la proportion d'origine professionnelle. Est-ce que c'est un professionnel qui les a identifiés, plus souvent des professionnels ou des bénévoles? Donc on pourrait s'attendre, si les naturalistes amateurs faisaient essentiellement des espèces rares, on aurait un paquet de données ici, et très peu de l'autre côté. Ce n'est pas le cas. On a un certain équilibre en fait entre les deux. On a des espèces rares qui sont observées pratiquement uniquement par des professionnels et des espèces rares qui sont observées uniquement par des amateurs. La différence, en fait, c'est que les professionnels, ils ont souvent des programmes de conservation. Ils travaillent dans des sites bien précis, les tourbières, par exemple, et ils vont travailler de manière beaucoup plus importante que les naturalistes dans ces milieux-là. Par contre, les naturalistes ont l'avantage d'être très nombreux. Donc, c'est plein d'yeux sur le territoire. Ils vont être capables d'identifier des espèces rares, mais qui n'ont pas de déterminisme, qui ne sont pas nécessairement associées à un milieu ou à un habitat particulier. Elles sont plutôt ponctuelles dans le paysage. C'est celles qu'on va retrouver de ce côté-là en dessous. Et si on va un peu plus loin, donc ça c'est la période 1950-2000, si on regarde maintenant, en fait, on se rend compte que les naturalistes amateurs, ils contribuent beaucoup, en fait, avec des espèces rares effectivement, mais aussi à différents types d'espèces ici, qui sont beaucoup moins rares. Et ça peut s'observer avec ce type de graphique, plein de couleurs aujourd'hui, on commence, je me suis un peu amusé. Ce type de graphique, où on va classer toutes les espèces dans un ordre décroissant de taille, avec les espèces répandues ici et les espèces rares de l'autre côté. En gris, vous avez les espèces qui sont la proportion de l'air qui a été déterminée par les deux groupes, donc à la fois un bénévole ou un professionnel a identifié ce carré, l'espèce comme étant présente. En orange, c'est les parties de l'espèce, la distribution de l'espèce qui sont uniquement observées par un naturaliste. Et en bleu, ce sont les données d'espèces qui sont uniquement observées par un professionnel. Et vous voyez qu'on a un pattern assez particulier, avec ici, c'est un peu le foutoir. On se rend compte que c'est l'un ou l'autre, finalement, qui observe les données. On a au début beaucoup d'espèces qui sont vues en commun, c'est normal, c'est des espèces communes. Et puis progressivement, en tout cas pour les données anciennes, on a les amateurs qui observent de manière originale un peu plus d'espèces. Alors les espèces que vous voyez ici observées en bleu uniquement par les professionnels sont souvent des espèces forestières que les naturalistes oublient. Ils regardent leurs pieds, ils ne regardent pas les arbres. Ils oublient qu'ils sont sous des chênes, sous des hêtres, et donc l'épicéa, toutes ces espèces sont des espèces, une grande partie des espèces sont des espèces forestières ou des espèces invasives, en fait. Par contre, en 2000,
là, les bénévoles deviennent vraiment excellents. On n'a plus besoin des professionnels pour faire des atlas, puisque dès le début, même les espèces moyennement communes, les professionnels ici, je vais aller tout doucement, sinon vous ne voyez pas la flèche, même les bénévoles arrivent à nous donner une bonne idée de ces données-là. Ils sont aussi très performants, finalement, en bout de course pour les espèces extrêmement rares. Donc, en conclusion, j'essaye d'aller vite, je respecte. Donc, on a de très fortes variations et une augmentation assez catastrophique dans le temps, qui peut réellement masquer des régressions significatives. Et donc la logique ici maintenant de ce type d'analyse, c'est de fournir des statistiques, et puis c'est espèce par espèce que les spécialistes vont regarder chaque carte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer d'identifier les tendances. Il n'y a plus moyen de faire autrement ces listes rouges. La qualité d'exhaustivité des inventaires qu'on utilise pour l'instant, en tout cas, peut-être que dans 20 ans, comme les données seront toutes opportunistes, on pourra comparer dans 20 ans les données opportunistes dans 20 ans à celles qui sont opportunistes maintenant. On aura quelque chose qui sera plus cohérent, mais pour l'instant, on est un peu coincé. Mais elles sont actuellement extrêmement difficiles à comparer. Le nombre d'observateurs qui augmente avec la démocratisation des outils, l'accès à tout le monde, c'est très bien l'essence citoyenne, mais le problème, c'est qu'on doit valider des données. Et maintenant, les professionnels, en fait, ils servent à ça. Et ils estiment qu'ils ont d'autres choses à faire que passer du temps derrière leur ordinateur, à valider des millions de données, parce qu'on est à des millions de données par an maintenant, récoltées par tout le monde, je ne veux pas être péjoratif. Alors on a des preuves, preuves avec des photos ou choses en genre qui permettent, mais bon, les photos ne résolvent pas tous les problèmes de détermination, évidemment, sinon il n'y aurait pas de professionnels. Et on a à peine 50%, dans tout ce que je vous ai montré, on n'a que 50% des données qui sont réellement validées et à quelles on peut faire confiance. Et si on élimine ces données, les données non validées, on perd beaucoup d'informations du coup. Et donc moi je reste convaincu que dans ce type d'atlas, on a toujours besoin d'un minimum de standardisation, répété tous les 20 ans, tous les 10 ans, qu'il faut repasser dans les mêmes carrés de manière, c'est pas si compliqué que ça. Si les amateurs veulent vraiment contribuer de manière pertinente à des inventaires, il faut un peu cadrer leur travail. Ce sera beaucoup plus efficient en termes de réponse pour ce qu'on doit utiliser. Alors on pourrait aussi utiliser la modélisation de la répartition de certaines espèces pour essayer de prendre en compte les lacunes ou les excès de certains types d'échantillonnage. En tout cas, quand on compare par exemple cette carte du nombre de taxons de 1980 où on rend compte que les zones les plus riches en biodiversité floristique sont centrées ici sur les paysages calcaires, la vallée de la Meuse, la Gaume et des zones périurbaines, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de gens, beaucoup de données, beaucoup d'espèces du coup. On se rend compte qu'avec le nombre de visites après 1980, si on travaille un peu sur l'échelle, on a finalement exactement le même message. Et donc la question de savoir où est-ce que sont les zones les plus riches en Wallonie, moi je ne sais pas y répondre de manière nette, puisque de manière assez automatique, dès qu'il y a de la richesse, plus de gens y vont. On a par exemple 12 000 visites ici dans un seul carré en 20 ans, vous vous rendez compte, 12 000 visites en 20 ans sur un seul carré. C'est le carré le plus riche de Wallonie, c'est à Viroinval pour les Belges à Nîmes pour les Belges dans la salle. C'est extrêmement difficile finalement de faire ce type d'analyse à cause de ces grosses différences d'échantillonnage. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer un atlas belge dans le futur? Puis revenir à l'initial, puisque c'est le premier, il y a 50 ans, le premier atlas belge sortait. Ici, j'ai pu récupérer grâce à Wouter van Landijk, qui est un scientifique qui s'occupe des bases de données floristiques à Linbo, en Flandre, qui est justement en vacances dans les Calanques. Il aurait bien voulu être au courant du colloque d'ailleurs. On le croisera peut-être quand on ira se balader. On se rend compte qu'en fait, on pourrait croire qu'on pourrait faire cet atlas belge, mais en fait pas du tout. Si vous regardez sur la frontière, on voit qu'il y a bien des différences relativement fortes. On va regarder les échelles qui sont utilisées, relativement fortes entre le nord et le sud, alors que les paysages sont rigoureusement la même chose. Donc cet atlas belge, si on mettait des données biologiques des espèces, on aurait l'impression que les espèces sont plus souvent présentes en Flandre qu'en Wallonie, et donc cet atlas belge ne se fera jamais. Une fois de plus, en Wallonie, on va dans ce sens-là. En Belgique, on va dans ce sens-là. Donc si vous voulez contribuer, si vous passez en Belgique, il y a une page web, j'ai fini. Il y a une page web à laquelle vous pouvez collaborer et encoder vos données. Merci beaucoup de votre attention.